passer à la deuxième partie de la soirée. Je crois que nos étudiants sont prêts. Voilà. Et bien, bonne fin de soirée à vous tous et toutes. Mesdames et messieurs, les jurés, élèves du CES, professeurs de droit, parents d'élèves ici présents, nous vous souhaitons la bienvenue à cette reconstitution de procès de cour d'assises et nous vous remercions de votre présence. Nous sommes ici en raison de notre victoire aux nouvelles assises du Berry qui ont lieu l'année dernière, organisées par le CES de faculté, qui est une branche de l'Université d'Orléans. Nous remercions ainsi Madame Trépose de sa confiance et la présidente du tribunal judiciaire de nous accueillir ici afin de vous présenter cette reconstitution de procès. Pour une meilleure compréhension de notre présentation, je vais vous énumérer nos différents rôles. Colline André jouera la présidente de cour qui arrivera ensuite. Flavie Fournier jouera le rôle de l'avocate de la partie civile qui consiste à la défense des intérêts de la victime. Annabelle Doucet s'entraînera du rôle de l'avocate de la défense et défendra les intérêts de l'accusé. Inès Bonnier jouera le rôle de l'accusé. Nathalie Maëlys jouera le rôle de l'expert psychiatrique. Laporte Arthur jouera le rôle de l'amant de l'accusé. Paula Francesco Léa jouera la mère de l'accusé. Et enfin, Kofi Georges jouera le rôle du professeur. Quant à moi, Vaïe Lemach, je suis l'avocate générale et je suis ici pour représenter les intérêts de notre société. Pour mieux comprendre cette affaire, il faut la remettre dans son contexte historique. Cela se passe en 1934 lors du procès d'une jeune fille qui aurait été abusée sexuellement de son père, donc de l'inceste, ce qui l'a poussée à tuer son père et tenter de tuer sa mère. À cette époque, la société était très patriarcale et le meurtre du père de famille, appelé pater familias par les historiens, était un crime très grave. Lors de ce procès, Violette Nozière a été jugée uniquement par un tribunal composé d'hommes. C'est pourquoi, à cette époque, l'accusé a été jugé à la peine capitale, la peine de mort, avant d'être finalement gracié par le général de Gaulle en 1935. C'est pour cela que nous décidons aujourd'hui de rejuger l'affaire Violette Nozière en vertu de nos lois et de notre société actuelle, notamment en raison de l'abolition de la peine de mort en 1980, ce qui nous explique profondément l'issue de ce procès. Nous avons ainsi réadapté cette affaire en prenant en considération les droits des femmes et les enjeux féministes qui nous touchent tout particulièrement. À présent, lorsque la scène retentira, je vous demande de vous lever pour accueillir la cour. Merci. L'audience criminelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette audience de cour d'assises. Nous sommes réunis aujourd'hui pour traiter de l'affaire Violette Nozière, qui a tenté d'assassiner sa mère, Madame Germaine Nozière, et assassiné son père, Monsieur Jean-Baptiste Nozière. Je vous rappelle que nous sommes ici pour rendre justice en accord avec les lois et les principes de notre société. Il est essentiel que chacun d'entre vous participe à ce processus avec respect et sérieux. Les décisions que nous prendrons auront un impact significatif sur la vie des personnes impliquées, mais également sur notre système de justice dans son ensemble. Je vous demande donc de vous engager pleinement dans cette démarche et d'écouter attentivement les témoignages et les arguments présentés au cours de ce procès. Avant de juger cette affaire, il semble nécessaire de rappeler les faits. Mademoiselle Nozière, à 1h du matin, rentre du bal. Elle frappe chez son voisin et elle lui dit « Venez vite, ça sent le gaz, j'ai peur. Il a dû arriver quelque chose à mes parents. » Ainsi, son voisin ferme les robinets de gaz, entre dans la chambre et vit Madame Nozière ensanglantée et Monsieur Nozière inanimé. À l'arrivée de la police, Madame Nozière est en vie. Monsieur Nozière, lui, est inanimé. Les policiers pensent à un suicide, mais voyant l'absence d'émotion de Mademoiselle Nozière, ils remettent leur hypothèse en question. Le lendemain, à l'hôpital, Madame Nozière ne se souvient de rien, si ce n'est d'avoir avalé de la poudre blanche prescrite par le médecin qui suivait leur fille. En somme, Mademoiselle Nozière finira par avouer le crime à l'encontre de son père, M. Jean-Baptiste Nozière, ainsi que la tentative d'assassinat envers sa mère, Madame Germaine Nozière.
Les chefs d'accusation sont les suivants. Parricide avec préméditation de M. Jean-Baptiste Nozière et tentative d'assassinat contre sa mère, Mme Germaine Nozière. Mademoiselle Nozière, levez-vous s'il vous plaît. Donnez votre âge, votre date et lieu de naissance, ainsi que votre profession s'il vous plaît. Je m'appelle Violette Nozière, j'ai 19 ans. Je suis née le 11 janvier 2006 à Neuvy-sur-Loire et je suis étudiante au lycée Fénelon à Paris. Êtes-vous bien assistée de Maître Doucet? Oui. Bien, merci mademoiselle, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant entamer les interrogatoires de l'accusé. Je vous rappelle l'importance de cette étape dans la recherche de la vérité et dans l'établissement des faits de cette affaire. Les questions posées par les parties doivent être pertinentes et respectueuses. L'accusé a le droit de répondre aux questions ou de garder le silence. Maître Fournier, avez-vous des questions à poser à l'accusé? Oui, merci madame la présidente. Alors, mademoiselle Nozière, pouvez-vous nous décrire très précisément le déroulé de votre soirée du 8 décembre 2020, s'il vous plaît? On s'est disputé, comme d'habitude. J'ai fait semblant de vouloir faire la paix. Je leur ai proposé un verre de vin dans lequel j'avais mis des pilules écrasées. Ils avaient l'air somnolents. J'ai été prendre tout l'argent qu'il y avait dans les tiroirs et dans les poches. Et je suis partie. J'ai appris par la suite que vous étiez mort. D'accord, très bien, merci mademoiselle. Cependant, si je ne m'abuse, il me semble que votre défense repose principalement sur le fait que vous avez décidé d'assassiner votre père car ce dernier aurait abusé. Cependant, dans ce cas, pourquoi avoir également empoisonné votre mère qui ne fait l'objet d'aucune accusation de votre part? Pourquoi? Elle aurait défendu son mari chéri. Elle aurait tout nié. Elle faisait semblant de ne pas savoir ce qui s'était passé. Merci, Maître Fournier. La parole est maintenant à l'avocat général. Merci madame la présidente. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes-vous enfui lorsque l'enquête a débuté. Sam, s'il n'est pas directement votre culpabilité. En tant que prétendue victime, pourquoi ne pas directement attraper par la police et leur expliquer? Enfin, Sam, expliquez-moi, est-ce que le temps de fabriquer un avis? Aller voir la police, elle vit comme une meurtrière alors que c'est lui qui me violait? Non merci. Je ne pense pas que cette réponse soit très pertinente, mais merci, il est une question. Merci, madame l'avocat général. À présent, je donne la parole à la défense. Maître Doucet. Je vous remercie, madame la présidente. Mademoiselle Nozière, pourriez-vous quand est-ce que votre père a-t-il commencé à abuser de vous? Quand j'avais 12 ans, il m'embrassait sur la bouche. Ensuite, il a commencé à me faire des attouchements. Et après, nous avions des relations toutes les semaines dans une cabane dans le jardin. Votre mère était-elle au courant? J'en ai jamais concrètement parlé parce que Jean-Baptiste Nozière aurait dit qu'il m'aurait tué, elle et moi. D'accord, lorsque vous dites Jean-Baptiste, vous parlez bien de votre père? De mon géniteur, oui. Et votre petit ami, était-il au courant de tout cela? Je ne crois pas qu'il était au courant de tout. Je voulais pas l'embêter avec ça, j'avais peur qu'il ne m'aime plus. Bien sûr. Plus de questions, madame la présidente, merci. Merci, Maître Doucet. Maître Germaine, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Madame, veuillez donner votre nom, prénom, âge et profession. Je m'appelle Germaine Nozière, j'ai 48 ans et je suis mécanicienne. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je jure. Je jure. Maître Doucet, Maître Fournier, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Merci madame la présidente. Alors madame, comment décrivez-vous vos relations avec votre mari? Était-il un bon père, un bon mari? Écoutez, mon mari n'a jamais été violent ni avec moi, ni avec ma fille. Il aimait passer du temps avec elle, forcément c'était son père, et il n'est pas le monstre qu'elle a pu décrire. Mais sinon, il a fait forcément ses humeurs à cause de son travail, je ne peux pas lui en vouloir pour ça, et elle non plus, elle n'a pas à le faire. D'accord, très bien. Cependant, aujourd'hui, Violette accuse son père d'abus incestueux. Des accusations lourdes de sens et non sans conséquence. Pourquoi, madame, avez-vous en quelconque moment repéré des signes ou peut-être des comportements qui pourraient confirmer ces accusations? Écoutez, je suis sa mère, et si je l'avais su, bien sûr que je l'aurais défendue. Je ne suis pas une mauvaise mère comme elle essaie de me faire passer. D'accord, une question, madame. Merci, Maître Fournier. Vous avez des observations? Effectivement. Alors, je pense qu'il est important de souligner pour nos jurys ici présents que Mme Germaine Nozière s'est constituée partie contre sa fille au début de ce procès. Alors, ma question, Mme Germaine Nozière, est pourquoi vous êtes-vous finalement rétractée? Est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire que vous nous dites votre position? Elle a tenté de me tuer. Elle a tué mon mari, elle m'a empoisonné, elle m'en a voulu pour des choses dont je n'avais jamais eu vent. Forcément que j'en ai voulu. Mais après, ça reste ma fille. Je ne peux pas la voir pourrir en prison. Très bien, je comprends. Merci, Madame la Présidente. J'ai une autre question. Merci. Maître Doucet, c'est à vous. Merci. Quels sont vos horaires en tant que mécanicienne, madame?
Écoutez, je travaille entre 8h et 19h, mais je peux travailler aussi de nuit, ça dépend, j'ai besoin de subvenir aux besoins du foyer. Donc forcément, je fais des heures supplémentaires. D'accord, donc vous n'allez pas souvent chez vous. Non, c'est ça. Cependant, je faisais vraiment confiance à mon mari quant à l'éducation de ma fille. Vous étiez absent. Et étiez-vous au courant qu'elle avait un petit ami? Oui, ses relations amoureuses comme amicales, je m'en fichais un peu. Elle avait certains copains, mais bon, c'est des adolescents, ça n'allait pas durer forcément. Mais t'es sérieuse, toi, t'as rien fait? Monsieur Dabin, veuillez modérer votre langage. Nous en tribunal. Merci madame. Vous avez une question. Mademoiselle Mézières, avez-vous des questions ou quelque chose à rajouter suite au témoignage de votre mère? Oui, ils sont aveuglés par la honte en tout sens ici. Merci, mademoiselle. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, merci. Monsieur Jean Dabin, s'il vous plaît, debout. Monsieur, déclinez votre nom, prénom, âge et profession. Jean Dabin, 20 ans, cette profession. Merci. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je. Ouais, je jure. Monsieur Dabin, veuillez vous exprimer distinctement et répondre aux questions de manière précise. Maître Fournier, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Alors, monsieur Dabin, certains disent que vous avez exercé de l'influence sur Violette ici présente. Et vous auriez pu la manipuler. Que répondez-vous à ces allégations? Franchement, je comprends pas l'étiquette de manipulateur qu'on me colle. J'ai jamais eu d'influence sur Violette. Elle prend ses décisions par elle-même. D'accord, merci monsieur. Cependant, j'aurais une question. Comment pouvez-vous décrire la réaction qu'a eu Violette après l'incident du 8 décembre 2020? Semblait-elle peut-être se sentir coupable ou préoccupée? Elle était plus distante, plus froide. Elle avait l'air pensive. D'accord, mais éprouvait-elle des remords? Non. D'accord, tout ça, merci. Merci, Maître Fournier. Madame Gabrielle, avez-vous des questions? Oui, merci Madame la Présidente. J'ai forcément une question. Monsieur Dabin, j'aimerais rebondir sur une déclaration quand Maître Fournier soulève le fait que vous auriez pu avoir une influence sur Violette. Vous dites qu'elle faisait et prenait ses décisions seule. Pourtant, vous savez qu'elle est très amoureuse de vous et prête à tout, notamment à aller chercher de l'argent dans les poches de ses parents. Alors, ne pensez-vous pas un instant être la conséquence de ces actes? Le seul coupable, c'est ce putain de violeur qui est crevé. Votre langage. Je n'ai pas d'autres questions, merci. Maître Fournier, merci. Merci. Monsieur Dabin, expliquez-nous votre petit séjour à la mer avec la cliente. On devait partir en Bretagne pour changer les idées, mais on manquait d'argent. Du coup, je lui ai dit d'en trouver. En trouver. Ses parents sont friqués, je me suis dit qu'elle pouvait taper dans les caisses sans s'asseoir. D'accord, très bien. Mais ma cliente n'a pas d'argent, c'est une étudiante, donc vous lui avez dit de voler ses parents, c'est ça? Oui, exactement, taper dans les caisses, parce que je m'en tellement que je dirais pas. D'accord, donc ma cliente, par amour pour vous, a volé ses parents. C'est ce que vous êtes en train de dire à la cour aujourd'hui? Non, je ne la force à rien, elle est responsable. Elle prend ses décisions par elle-même. Vous ne l'avez pas forcé, mais vous n'en avez pas non plus empêché. J'ai une petite question, Madame la Présidente. Merci, Maître Fournier. Mademoiselle Mézières, merci. Avec quelque chose à dire? Non. Merci. Monsieur Dabin, vous pouvez continuer. Monsieur Gauthier, présentez-vous là-bas, s'il vous plaît, et déclinez votre identité. Veuillez donner votre prénom, nom, âge et profession. Je suis Georges Kofi, 50 ans et professeur. Désolé de le dire. Merci. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Maître Fournier, la proposition. Merci Madame la Présidente. Alors monsieur, vous avez eu l'occasion de parler de Violette donc, en classe. Voulez-vous nous éclairer sur son comportement de règle en général? Alors, Violette, pour le temps que j'ai eu à l'avoir comme professeur, était une élève vraiment très absente. Elle venait rarement au cours et ce qui a fait qu'elle n'était pas vraiment intégrée au sein de la classe. Alors, vous mentionnez que Violette n'était pas très intégrée. Il y avait très peu d'amis. Comment vous pouvez expliquer cela? Cela s'explique notamment par le taux d'absence, on va dire, le fait qu'elle n'est pas là pendant la récréation, par exemple, pour tisser des liens, parler avec des gens, parler avec des amis, se faire des liens forts et tout. Cela contribue au fait qu'elle ne soit pas intégrée. Mais avez-vous l'impression qu'elle agissait sous l'influence de quelqu'un? Comme par exemple M. Dabin ici présent? Honnêtement, je pense que Juliette était assez autonome. Elle faisait les choses d'elle-même. Elle avait sa propre ambition. Donc, je dirais plutôt autonome. D'accord, donc vous affirmez devant cette cour que Violette était une femme influençable.
Madame la Secrétaire générale, avez des questions à poser à M. Effectivement, une question à poser à notre client. Alors, Monsieur Kofi, vous n'êtes pas sans savoir que Belène est régulièrement fait travailler de ses lycées. De plus, un certain nombre de vos collègues disaient que tu es dissipé et très peu assuré. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ce que j'en pense, vous savez, c'est un peu comme tout. Les jeunes aujourd'hui sont changeants, aujourd'hui sont contents, d'autres ne sont pas contents. Quelque part, je peux dire que c'est peut-être la crise de la jeunesse, ou peut-être un désintérêt soudain pour les études, qui fait qu'il y a une rupture en cours, ou peut-être des événements qui ont peut-être impacté sa vie. J'ai vu à la voir du haut de ses 11-12 ans, c'était une élève qui était plutôt joviale, pleine de vie, en qui j'avais fondé des espoirs, et je ne sais pas comment les choses sont passées. Voilà. Très bien, merci. J'ai une question. Merci. Maître Doucet-Buzan. Merci. Donc, Monsieur Kofi, connaissez-vous bien ma cliente? Oui, je la connais très bien, je suis son professeur principal. C'était une bonne élève. Oui, elle avait des lacunes, mais elle se battait pour avoir la moyenne, elle avait de la volonté. Et lorsque vous dites que ma cliente n'est pas influençable, comment expliquer que les absences de Monsieur Dabin sont corrélées à celles de ma cliente? Honnêtement, je ne sais pas, mais il faut voir. Mais je pense que quand on prend l'emploi du temps, on voit que les absences étaient en même temps et tout. Donc, je ne sais pas trop, peut-être qu'il fait un lien. D'accord, très bien. Je n'ai plus de questions, Madame la Présidente. Merci. Merci, maître. Mademoiselle Rose, avez-vous quelque chose à rajouter? Non. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir, merci. Nous allons maintenant passer aux expertises psychiatriques. Docteur Boulet. Bien, madame, donnez votre nom, prénom, âge et profession. Je m'appelle Malice Nathalie, j'ai 29 ans, je suis psychiatre au CHU Paris depuis 2 ans. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je jure. Je jure. Docteur, la Cour vous écoute. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'état psychiatrique de mademoiselle Lausière ici présente? En tant que psychiatre, je souhaite attirer votre attention sur le fait que la jeune fille ici présente a des tendances à la mythomanie. Plusieurs éléments de son comportement révèlent des incohérences et des exagérations qui ne correspondent pas au fait objectif. De plus, des expertises psychologiques ont mis en lumière des troubles de la personnalité, renforçant l'idée que ces propos peuvent être influencés par une perception erronée de la réalité. Il est donc essentiel de considérer ces éléments afin d'évaluer la véracité de ces affirmations. Merci. Maître Fournier. Merci, Madame la Présidente. Alors, docteur, pensez-vous que Violette est capable d'exagérer certains symptômes psychiatriques? Je ne pense pas que Violette simule ou exagère ses symptômes volontairement. Ces réactions sont sûrement dues à des traumatismes qu'elle a vécus et qui l'impactent encore. Quand on vit des choses difficiles, vous savez, le cerveau réagit parfois de manière compliquée sans qu'on le contrôle vraiment. Violette était également influencée par son amant, notamment en raison de l'argent car monsieur voulait partir en Ferrari en Bretagne, mais avec l'argent que son amant aurait volé à ses parents, bien évidemment, ce qui a sûrement altéré son jugement. Très bien. Alors, vous avez parlé de l'évaluation psychiatrique de mademoiselle Lausière. Cependant, cette dernière avait-elle des signes de troubles mentaux graves qui auraient altéré son jugement au point de la rendre complètement incapable de comprendre la gravité de ses actes? L'évaluation psychiatrique de mademoiselle Lausière montre qu'elle souffrait de troubles liés à son besoin d'échapper à une réalité trop douloureuse. Ce trouble vient en grande partie de ses traumatismes passés. À cause de ses blessures, son jugement était perturbé et elle ne réalisait pas complètement la gravité de ses actes. Les mensonges servaient de protection, on peut dire ça, comme une grande souffrance psychologique. Donc ces troubles mentaux sont le résultat direct d'un vécu très traumatisant. Selon notre entretien, elle et moi, j'ai compris qu'elle n'a jamais reçu d'aide, ni de sa mère, encore moins de son père, ni de l'ensemble de sa famille, et même à présent, la justice française semble ne pas lui apporter le soutien dont elle a besoin. Bien sûr. Merci, docteur. Alors, toutefois, jusqu'à preuve du contraire, la mythomanie n'empêche pas de distinguer le bien du mal. Avec ce tout, mademoiselle Lausière savait que commettre un crime était un acte grave et répréhensible. Ce n'est pas une gestion, j'essaye de faire comprendre. Merci, maître Fournier. Madame l'avocate générale, est-ce que vous avez des questions à poser à notre professeur? Effectivement, quelques questions. Alors, Madame Nathalie, si on parle du postulat que Violette Lausière était mal à l'aise dans son milieu familial, le fait de s'être inventée une vie bourgeoise dans son entourage l'a conduite à mener une vie de vie. Alors, d'après votre expertise, vous dites donc qu'elle est mythomane? Oui, d'après mon rapport d'expertise, il est clair que cette jeune femme est mythomane, c'est un fait. Son passé traumatique
qui l'a poussé à avoir honte de sa famille, et qui l'a conduite à s'inventer une autre vie et à vivre dans ses mensonges. Ça lui permettait d'échapper à une réalité qu'elle ne pouvait pas supporter. Ah, donc vous affirmez que Juliette Nozière a pu mentir sur ce qui lui était arrivé. Cela remet quand même en cause le procès s'il avait resté de ses propos. Non, je n'affirme pas que mademoiselle Nozière a menti ou que les abus sexuels n'ont pas eu lieu, je n'étais pas là. Ce que je souligne, c'est que son trouble de la mythomanie est une manière pour elle de fuir une réalité insupportable liée à son foyer familial. L'invention d'une autre vie était comme un mécanisme de défense pour éviter la douleur et la honte qu'elle ressentait. Très bien. Je le rappelle, on est bien d'accord, il n'y a pas de mobile à un tel crime. Mais vous décelez donc que la mythomanie a pu être une cause des agissements dans son comportement. Ça ne remet pas en cause la véracité de ces expériences traumatisantes. Les symptômes de mythomanie et les abus peuvent coexister, chacun influençant l'autre dans un contexte de souffrance profonde. Ce trouble est également poussé par l'influence de son copain, qui a par exemple souhaité partir en voyage alors qu'il n'a jamais travaillé, je dis bien jamais travaillé de toute sa vie. Et je le rappelle, monsieur détestait le père de mademoiselle Nozière. C'est une belle initiative. Très bien, merci docteur Nathalie. J'ai une autre question. Merci pour cette question. Là, la défense a-t-elle des questions? J'ai quelques questions, madame la présidente. Madame Nathalie, vous affirmez donc que les mensonges à répétition de la cliente sont la conséquence des abus incestueux? Oui, il est probable que les mensonges à répétition de mademoiselle Nozière soient une conséquence directe des relations incestueuses qu'elle aurait subies. Ces abus ont profondément marqué son psychisme, la poussant à se réfugier dans des récits inventés pour échapper à une réalité insoutenable. La mythomanie peut être un mécanisme de protection face à des traumatismes, permettant à la victime de survivre psychologiquement. En créant une vie imaginaire, mademoiselle Nozière, je pense, cherchait peut-être à fuir la douleur de ses expériences. Ces mensonges semblent donc liés à ses souffrances passées. Et cet état mental pourrait-il expliquer l'acte? Effectivement, oui. Selon notre entretien, il est possible que cet état ait contribué à expliquer son acte. Les traumatismes qu'elle aurait subis, notamment les abus et le climat familial oppressant, auraient pu altérer son jugement et influencer ses réactions. Il est envisageable que son recours à la mythomanie ait été une tentative pour échapper à une réalité insupportable, comme je l'ai dit plus tôt, ce qui témoignerait d'une grande détresse psychologique. Il convient également de souligner son courage d'être présente ici, malgré le fait qu'elle puisse être perçue comme instable mentalement. D'accord, donc au moment des faits, son état d'esprit était altéré. L'entretien a mis en évidence une communication étrange, marquée par des discours incohérents avec ce qui a été dit dans l'audition. Ses propos semblent dénués de sens et elle change fréquemment de version, ce qui suggère la mythomanie. Elle semble incapable de s'ancrer dans la réalité, s'inventant un monde qui rend ses propos peu crédibles. De plus, les tests projectifs sous forme de taches d'encre qu'on va appeler orgeat a confirmé ses observations. Ses réponses étaient centrées sur son passé marquant et son père. C'était assez troublant. Face à ces éléments inquiétants, je m'interroge sérieusement sur son état mental et estime qu'une hospitalisation en psychiatrie pourrait être nécessaire pour une évaluation approfondie des soins adaptés. Bien sûr. Merci madame Nathalie, j'ai une question. Bien, merci maître. Donc, mademoiselle Nozière aurait, si l'on vous écoute, cela aurait pu altérer son jugement. Oui. Mademoiselle Nozière, levez-vous s'il vous plaît. Avez-vous des choses à ajouter suite au dire de mademoiselle et de madame Nathalie? Merci beaucoup de m'avoir écouté. D'accord, merci. Vous pouvez vous asseoir. Toutes deux. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons maintenant passer aux plaidoiries. Je vous rappelle que ces plaidoiries sont cruciales pour votre prise de décision. Et je vous demande de les écouter attentivement et en toute impartialité. La partie civile, nous vous écoutons. Merci madame la présidente. Mesdames, messieurs, les membres du jury, je me tiens devant vous ce soir pour plaider la culpabilité de mademoiselle Juliette Nozière. Une jeune femme qui a non seulement trahi sa propre famille, mais qui par son histoire a également ébranlé les fondements mêmes de notre société. C'est pourquoi durant ma plaidoirie, je vais tenter de déceler les origines tragiques de cette nuit du 8 décembre 2020, nuit où mademoiselle Nozière a décidé d'assassiner son père. Effectivement, elle nous oblige ce soir à affronter une très sombre réalité. Celle d'une jeune femme qui, pour assouvir à ses propres désirs, a décidé d'assassiner seule et de sang-froid celui qui l'aimait, celui qui la protégeait, son propre père. Effectivement, je pense que vous l'aurez compris. Mais nous sommes ici ce soir pour rendre justice. Pour rendre justice à une vie injustement prise. Pour rendre justice à notre société. Mais surtout pour rendre justice à M. Jean-Baptiste Nozière. Un homme bon, un père aimant. Un père aimant?
Mademoiselle Nozière, je vous rappelle que vous êtes un tribunal, alors cessez vos agitations. Un père aimant, mesdames et messieurs, j'insiste. Un homme dévoué qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Et malgré tout ça, la défense tentera tout de même ce soir de salir la mémoire de M. Nozière, pour peut-être, que sais-je, tenter de redonner une conscience à Mademoiselle Nozière. Mais permettez-moi de vous dire qui était réellement M. Jean-Baptiste Nozière. M. Jean-Baptiste Nozière était un homme ordinaire, un homme comme vous et moi. Il faisait partie de la classe ouvrière et travaillait comme cheminot pour la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Il était décrit par sa famille, son entourage, ses amis, comme un homme stable, un homme respectueux, un homme que je suis sûre vous auriez adoré si vous aviez eu la chance de le rencontrer. Mais si je devais étayer mon propos, je vous dirais que dans le cadre familial, il était décrit comme un père protecteur. C'est comme ça que vous écrivez un violeur? Mademoiselle Nozière, c'est la dernière fois que je vous reprends. Un homme soucieux du bien-être de sa fille Violette. Dans le cadre marital, il était décrit par sa femme Germaine comme un mari attentionné, un homme dévoué pour sa famille. Dans le cadre professionnel, il était décrit comme un employé fiable, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Alors permettez-moi, mais l'image du père modèle qui nous est dépeint par le démon contraste pour le peu avec les accusations de Mademoiselle Violette Nozière, qui, quant à elle, a eu une relation pour le moment tumultueuse avec son père. Effectivement, pendant que ses parents pensaient que Violette était une jeune femme studieuse, une jeune femme respectable, elle menait une vie de débauche, côtoyant de nombreux amants. Plusieurs amants. C'est d'abord, on va dire ça plus tard. Son père, bien que dévoué, ne la comprenait plus. Mais malgré tout cela, il continuait de se soucier d'elle, d'être inquiet pour sa sécurité. Mais Violette, dans son incroyable égoïsme, continuait de mentir à ses parents. Effectivement, si je devais imaginer mon propos, je vous dirais par exemple qu'elle prétendait être atteinte de graves maladies pour pouvoir justifier ses demandes coûteuses auprès de ses parents, pour par la suite aller les dilapider dans des plaisirs encore plus coûteux auprès bien sûr de M. Jean-Baptiste. Vous comprenez désormais que M. Jean-Baptiste Nozière était un homme, alors oui, avec ses qualités et ses défauts certes, mais certainement pas un violeur, un pédophile, un homme capable d'intenter à l'activité de sa propre fille, comme tente de lui faire voir désespérément la défense. Effectivement, si on s'intéresse de plus près au cas de Violette, je vous dirais que je pense que vous l'avez compris. C'est une jeune femme en proie à la rébellion. Je pense que vous avez pu le constater à de nombreuses reprises durant ce procès. Elle refuse de se conformer aux normes sociales et est surtout soumise à de fortes tendances mythomanes comme l'affirme ce soir notre expert. Sans quoi, Madame la Présidente, permettez-moi de poser une seule et dernière question à notre invité. Où sont les preuves de ce prétendu viol? Vous ne savez pas? Et d'abord non plus, figurez-vous. Pouvons-nous vraiment nous fonder sur les accusations d'une jeune femme mythomane sans aucune preuve? Est-ce cela notre justice? Je ne pense pas. Alors que dans notre affaire, les preuves à l'encontre de l'accusé sont quant à elles véritables et irréfutables. Effectivement, chaque élément, chaque indice, chaque témoignage converge vers une seule et même conclusion inévitable. La culpabilité de Mademoiselle Violette Nozière. Effectivement, que ce soit les lettres révélatrices échangées avec son amant, les disputes haineuses entendues par les voisins, son empreinte sur les lieux du crime, permettez-moi, mais tous ces faits ne laissent aucune place à un doute raisonnable. Mais malgré tout ça, encore une fois, la défense tentera de placer Mademoiselle Violette Nozière pour une victime de ce meurtre qui aurait agi sous l'influence malveillante de M. Jean Dallon. Effectivement, en lançant ces accusations, Mademoiselle Nozière a simplement cherché à se construire une défense derrière laquelle se cacher, tentant de détourner l'intention de son propre crime. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, je vous exhorte à ne pas vous laisser égaler par les larmes et les regrets, même que sais-je peut-être, si on a de la chance, les excuses de l'accusé, mais regardez plutôt dans les yeux de la justice, de la morale et de l'humanité, envers leur doute de culpabilité, non pas pour une quelconque vengeance, mais par respect pour la loi, par respect pour la vie, et par respect pour la mémoire d'un père trahi de la mort de sa propre fille. En revanche, verdict, vous envoyez un message clair. Que le mal ne triomphe pas, que la justice prévaut toujours, et que la mémoire de M. Nozière soit honorée comme il le mérite. Ce sera tout, merci Madame la Présidente. Merci Maître Fournier. Nous remercions la partie civile pour sa plaidoirie. L'avocat général va maintenant présenter ses réquisitions finales. S'il vous plaît, Madame la Générale. Merci Madame la Présidente. Alors, ce qui me semble déterminant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas la première fois que Violette tente de porter atteinte à la vie de ses parents. C'est quand déjà procuré dans une pharmacie des hypnotiques et sédatifs. Ainsi, sous un faux prétexte, elle convainc Germaine Nozière et Jean-Baptiste d'en prendre. La dose étant trop faible, ces derniers font un malaise. Et comme par hasard, à ce moment-là, un incendie s'éclaire dans l'appartement des Nozières.
C'est la préméditation qui me choque. Comment est-ce possible de préméditer une telle chose? La mort de ses propres parents. De plus, vous avez dit ne jamais avoir le courage d'en parler. Alors pourquoi ces camarades de classe disent le contraire, comme le précise notre expert dans son rapport? Et après avoir fait cet acte horrible, savez-vous quelle était la première pensée de cette jeune femme? Vider les poches de ses parents et aller faire les magasins. Comment est-il possible, après un acte aussi abominable, de reprendre le cours de sa vie comme si de rien n'était? Si ce n'est la preuve et l'absence de remords de Violette que de revenir seulement 2 jours plus tard sur le lieu du crime pour faire croire à un suicide. Je pense que les preuves sont assez claires. Néanmoins, je tiens à nuancer mon propos pour réaliser la peine à cette affaire très complexe. Conformément à l'article 221-4 du Code pénal, le parricide est puni d'une peine de réclusion à perpétuité. Cependant, étant donné la situation psychologique et sûrement traumatique qu'on ne peut ignorer au vu du rapport psychologique, ce n'est pas la peine maximum qui sera requise. Car, mesdames et messieurs, la Cour doit prendre en compte la complexité des êtres humains. De plus, il est important de souligner que la peine demandée reflète la gravité du crime tout en prenant en compte les spécificités de ce procès, qui sont des enjeux fondamentaux de la société. Mais pour la tentative d'assassinat de Mme Germaine Nozière et le meurtre avec préméditation de Jean-Baptiste Nozière, le ministère public la déclare coupable de ces chefs d'accusation. Et malgré la situation délicate, je l'admets, de Violette, la justice ne peut laisser impuni un crime qui reste l'effectivité du meurtre de son père. C'est pourquoi je requiers au ministère public la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour la justice ici présente. Merci de m'avoir écouté. Merci Madame l'avocate générale. Maître Doucet, c'est à vous la Cour vous écoute. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, membres du jury, la Cour, avant de vous présenter ma défense, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui, depuis le début de ce procès, ne cesse d'être appelé l'accusé ou Mademoiselle Nozière. Mais en réalité, sur ce banc derrière moi, il s'agit d'une enfant. Une enfant qui a vécu toute son enfance dans un climat familial plus qu'atroce, qui sort de l'acceptable, où sa propre mère s'est constituée partie civile, où son petit ami avait une influence déplorable sur elle, et où son père a abusé sexuellement d'elle. Et c'est peut-être idiot, mais ma cliente n'a jamais évoqué le mot papa, que ce soit au cours de ce procès ou au cours de nos échanges. Elle a toujours mentionné son père comme Jean-Baptiste ou comme son géniteur. Et pour moi, ici, il y a un enjeu complètement fondamental, puisque cette dissociation entre le père et l'homme marque l'enjeu de ce procès. Elle n'a pas tué le père, elle a tué son bourreau, elle a tué son violeur. Alors voilà, dans ce procès, on parle de parricide, mais j'aimerais poser une question. Pouvons-nous parler d'un parricide? Pouvons-nous parler d'un père aimant? Alors le parricide définit le code civil, le code pénal, définit le parricide, je vais y arriver, par l'article 221-4 du code pénal, qui dispose, je cite, le meurtre commis sur les ascendants légitimes ou naturels ou sur les pères et mères adoptifs. L'article cite parents naturels et les parents adoptifs. Et donc, pourquoi cet article punit de la même manière l'enfant qui tue ses parents adoptifs, donc qui n'ont aucun lien de parenté, et l'enfant qui tue ses parents naturels? Eh bien, je vais vous le dire, puisque cet article ne punit pas celui qui tue de sang-froid son sang. Non, cet article punit celui qui tue son amour, les parents aimants. Et en fait, c'est la loi. Elle va condamner le fait que l'enfant va tuer ses parents aimants, ceux qui sont censés aimer d'un amour sans retour. Et ce meurtre, je l'accorde comme nous tous ici, est complètement effroyable. Par conséquent, je vous repose la question, pouvons-nous parler d'un père aimant s'agissant de Jean-Baptiste Nozière, un père qui a abusé sexuellement de sa fille, lui commettant des séquelles irréparables et ineffaçables? Elle a été confrontée à la trahison la plus intime, à l'horreur de l'inceste. Une trahison, une réalité, qui aurait dû à jamais rester étrangère au sein de sa propre famille. Cette jeune fille, autrefois innocente et pleine d'espoir, avec un parcours scolaire complètement exemplaire, jusqu'à ce que monsieur vienne le perturber, elle était une jeune fille avec plein d'avenir. Et le fait qu'elle ait commencé à manquer les cours, à mentir, à s'inventer une vie, oui, elle s'est inventée une vie, c'est vrai, mais quand on connaît la réalité de sa vie, je pense qu'il est compréhensible de s'en inventer une autre. Elle a menti sur son identité afin
Ces mensonges qui, aujourd'hui même, au cours de ce procès, lui sont reprochés, et la partie civile atteste même que l'inceste n'a jamais eu lieu. Alors que je pense qu'il faut prendre le problème à la source. Si ma cliente a menti, c'est parce qu'elle a été traumatisée. Tout simplement. Et je vous rappelle que nous sommes dans un cadre familial, apocalyptique, dans une famille où il n'y a ni amour, ni écoute, il n'y a que froideur, où la mère s'est constituée partie civile contre son propre enfant, où la mère, où la femme a préféré défendre son mari violeur plutôt que son enfant victime, où son petit copain lui a fait miroiter monts et merveilles, oscillant entre vacances à la mer, vacances à la montagne, balade en belle voiture, qui coûte beaucoup d'argent et ce que n'a pas ma cliente. Donc il va la pousser à voler ses parents. Elle aurait pu s'abstenir et elle aurait dû s'abstenir. Mais quand on ne sait pas ce qui est bien, quand on n'a pas d'autre modèle, quand on n'a pas d'éducation, comment sait-on ce qui est bien et ce qui est mal? L'humain, et c'est dans sa nature, va toujours choisir ce qui est bon pour lui. Et ma cliente a jugé bon de tuer ses parents et de partir en vacances avec leur argent. Cette réaction, oui, est étrange, oui, elle est immorale. Et elle marque un clairement manque de discernement de la part de ma cliente. Une personne saine d'esprit, avec des parents aimants, n'aurait jamais tué ses parents, ne tue pas ses parents aimants. Il y a forcément un problème. Et ce problème, c'est le non-discernement de ma cliente. C'est pourquoi il faut reconnaître les effets profonds de l'inceste dans cette affaire qui ont joué un rôle déterminant dans la psyché de ma cliente. Il faut regarder au plus profond de l'âme de cette jeune fille. Nous ne cherchons pas à minimiser l'acte, mais plutôt à vous implorer de considérer les circonstances qui ont mené à cet acte. Elle a été trahie parce qu'il avait le devoir de la protéger, ses propres parents, et la société a failli à sa protection. Cette jeune fille mérite de se reconstruire et mérite de retrouver la paix. Je le dis ce soir et je le répéterai peut-être plus fort cette fois-ci, mais condamner le parricide reviendrait à un échec de la justice, que les enfants victimes d'inceste ne seraient pardonnés. Je vous remercie. Merci, Maître Doucet. Mademoiselle Lauzière, levez-vous, s'il vous plaît. Avez-vous une déclaration à dire avant qu'on passe aux délibérations? Oui, je regrette mes actes, mais je regrette aussi qu'il n'ait jamais été jugé ici à ma place. N'oubliez pas que j'ai souffert toute mon enfance. Merci, Mademoiselle Louis, n'est-ce pas? Les débats sont clos. Mesdames et messieurs les jurés, avant de débuter les délibérations, vous devrez répondre à deux questions. Violette Lauzière est-elle coupable du meurtre de monsieur Jean-Baptiste Lauzière? Si oui, son jugement aurait-il pu être altéré par le supposé inceste subi par l'accusé et donc être reconnu comme une circonstance atténuante qui réduirait donc sa peine? Vous y répondrez au regard de l'article 353 du Code de procédure pénale en vous résumant par une seule question avec une intime conviction. Maintenant, nous allons procéder aux délibérations. La séance est suspendue. Veuillez vous lever.